Ils ont affiché la grossesse, alors j'ai envoyé un cadeau à la baby shower. Ouvre-le, ai-je murmuré. Quand elle a vu les papiers de la vasectomie, elle a hurlé, mais tu es stérile. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Cliquez pour découvrir comment j'ai transformé leur fête en scène de crime. Mon nom est Imagine Rivera et en ce moment, je suis assise au volant de ma berline, garée exactement à un demi-pâté de maison d'une maison beige à 2 étages à Aurora, dans le Colorado. Le moteur est éteint. La climatisation se refroidit rapidement, laissant un frisson rassis dans la voiture, mais je ne baisse pas les vitres. Je n'ai pas besoin d'entendre le bruit venant de la rue pour savoir exactement à quoi il ressemble. Je peux voir les ballons d'ici. Ils sont rose pastel et vert menthe, attachés en grappes agressives à la boîte aux lettres, flottant frénétiquement dans le vent comme s'ils essayaient de s'échapper. À l'intérieur de cette maison, mon mari, enfin, mon mari sur le papier pour l'instant, fait la fête. Il y a probablement un gâteau avec l'inscription « Bienvenue bébé » en glaçage cursif. Il y a probablement des sandwichs sans croûte et un bol de punch rempli de sorbet et de ginger ale. C'est la baby shower de Harry Mercer et Caleb Morgan. Caleb est le père, Harry est la mère, et je suis le fantôme qui hante les abords. Je prends une gorgée de mon café. Il est devenu complètement froid. Juste une amertume noire sur ma langue. J'aime ça comme ça. Ça me garde l'esprit vif. Si vous écoutez ceci, regardez ceci, en attendant l'explosion, vous devez comprendre la géographie de ce moment. Je ne suis pas à l'intérieur. Je n'ai pas répondu à l'invitation. Quand l'invitation est arrivée dans ma boîte aux lettres, embossée sur du papier cartonné épais avec une petite illustration d'une cigogne, je ne l'ai pas brûlée. Je ne l'ai pas déchirée. Je l'ai simplement fixée jusqu'à ce que l'absurdité se transforme en arme. J'imaginais la caméra faire un panoramique maintenant, franchissant la porte d'entrée de cette maison de rêve de banlieue, glissant devant les invités tenant des assiettes en carton, et zoomant sur la table des cadeaux. Elle est couverte de sacs remplis de papier de soie, de boîtes imprimées de girafes de dessins animés, et de gadgets en plastique surdimensionnés conçus pour réchauffer le lait ou les lingettes, mais en plein centre, ou peut-être légèrement poussée vers l'arrière parce qu'elle a l'air trop digne pour le cadre, se trouve ma contribution. C'est une boîte carrée. Je l'ai emballée moi-même. Le papier est épais, blanc mat, assez rigide pour vous faire une coupure si vous le manipulez mal. Le ruban est en satin gris, noué en un nœud parfaitement symétrique. Il n'y a pas de carte à l'intérieur d'une enveloppe déchiquetée. Il y a juste une étiquette attachée au ruban. Je l'ai écrite de ma plus belle écriture d'architecte. Tout en majuscules, des lignes épurées. On y lit, à vous trois. J'imagine le moment où ils l'ont vu. Je connais Caleb. Je connais la façon dont il penche la tête quand il essaie d'évaluer une menace. Il aurait vu mon nom et aurait senti une montée d'adrénaline dans sa poitrine, juste derrière son sternum. Les invités auraient chuchoté. Un silence se serait propagé dans le salon plus vite que les ragots n'auraient pu voyager. Imagine a envoyé un cadeau. Est-elle folle? Est-elle désespérée? Et puis Harry aurait ri. Ce rire nerveux et aigu qu'elle utilise pour combler les silences. Elle aurait regardé Caleb, les yeux grands ouverts, cherchant un signal sur la façon de réagir. Et Caleb, il aurait haussé les épaules. Il aurait affiché ce sourire confiant et facile, celui qui m'a charmé il y a 7 ans. Il aurait probablement dit quelque chose de magnanime. Elle essaie juste d'être la plus grande, aurait-il dit, assez fort pour que sa mère l'entende. Imagine est intense, mais elle sait quand se retirer avec élégance. Ils auraient décidé de le garder pour la fin. Je sais qu'ils l'ont fait. C'est un coup de force. En laissant ma boîte blanche pour la toute fin, ils en font un spectacle, un trophée. C'est leur façon de dire, regardez, nous avons tellement gagné que même l'ex-femme doit rendre hommage. Alors, avançons rapidement. Passons l'ouverture des 4 ensembles distincts de linge en coton biologique. Passons les gazouillis devant les baskets miniatures que le bébé ne pourra pas porter avant 6 mois. Passons le déballage du tire-lait qui met mal à l'aise les oncles plus âgés. Avançons rapidement à travers le bruit, les applaudissements, le froissement des sacs poubelles remplis de papier cadeau jeté. Passons à maintenant. Harry est assise dans le grand fauteuil, celui qu'ils ont loué spécialement pour l'occasion parce qu'elle est enceinte de 8 mois et qu'elle a mal au dos. Caleb se tient derrière elle, une main protectrice sur son épaule, jouant à la perfection le rôle du partenaire attentionné. La pièce est chaude. Les invités tiennent leur téléphone en l'air. Ils veulent capturer le moment où le cadeau de la
personne magnanime, sera révélé. Ils s'attendent à une offrande de paix, peut-être un hochet en argent, peut-être une carte cadeau de $200 pour une boutique pour bébé. Harry attrape la boîte blanche. Elle dénoue le ruban de satin gris. Il tombe facilement. Elle soulève le couvercle. Je vérifie l'heure sur mon tableau de bord. Il est 14h30. Il devrait l'ouvrir à peu près maintenant. À l'intérieur de la boîte, niché dans du papier de soie blanc, se trouve un livre. C'est un bel objet. J'ai passé des jours à le chercher, relié en cuir crème souple, avec des lettres dorées sur la couverture qui disent « Les premières années de bébé ». Il a l'air cher. Il a l'air d'un héritage de famille. Sous le livre, à peine visible, se trouve une fine enveloppe jaune. Harry sourit. Elle montre le livre à la pièce. « Oh, c'est un livre de souvenirs, dit-elle. » Sa voix est probablement épaisse de soulagement. Elle pense que j'ai capitulé. Elle pense que j'ai accepté mon effacement. « Ouvre-le » crie quelqu'un du fond. Lis la dédicace. Caleb se penche, embrassant le sommet de sa tête. « Vas-y, bébé. » Harry ouvre la couverture. Elle s'attend à voir une page blanche attendant une empreinte de pied ou peut-être un mot poli de ma part leur souhaitant santé et bonheur. Au lieu de cela, elle voit de l'encre haute résolution sur du papier cartonné épais. C'est une impression. Ce n'est pas une lettre. C'est une copie d'un email. L'entête est clairement visible. L'horodatage date de 6 mois. L'objet est « Plan pour le week-end ». La pièce est silencieuse maintenant. Le genre de silence qui se produit lorsqu'un verre se brise et que tout le monde se fige avant de vérifier s'il y a du sang. Le sourire de Ali vacille. Elle lit la première ligne. Ce n'est pas de la poésie. C'est graphique. C'est explicite et c'est indéniable. C'est Caleb qui lui écrit, détaillant exactement ce qu'il veut lui faire dans une chambre d'hôtel du centre-ville de Denver. Exactement au même moment où il était censé être en inspection de chantier avec un ingénieur en structure. Je peux sentir le silence d'ici. Il est plus lourd que l'air humide de ma voiture. Le visage de Caleb perd sa couleur. Le sang se retire de lui si vite qu'il doit probablement se sentir étourdi. Il tend la main pour attraper le livre, mais sa main tremble. Il connaît cette police. Il connaît ces mots. Mais Harry est figé. Elle tourne la page. La deuxième page n'est pas une photo d'une échographie. C'est un relevé bancaire, surligné en jaune, montrant un virement de $300 à un fleuriste pour des fleurs que je n'ai jamais reçues. Page 3, une confirmation de réservation dans un chalet à Est Park pour 2 personnes. Il ne parle pas. Personne ne parle. Les téléphones qui enregistraient une célébration enregistrent maintenant une démolition. L'air dans cette pièce a été aspiré. Si vous pensez que la vengeance, c'est jeter une brique à travers une fenêtre, vous avez tort. La vengeance, ce sont des coupures de papier. Des milliers d'entre elles, livrées dans une reliure en cuir. Arrêtez. Figez l'image ici. Ne regardez pas encore le visage de Alice s'effondrer. Ne regardez pas la mère de Caleb serrer son collier de perles. Ne regardez pas la prise de conscience frapper les invités qu'ils sont complices d'une scène de crime. Pour comprendre pourquoi un simple livre de souvenirs les frappe avec la force d'une bombe nucléaire tactique, pour comprendre pourquoi je suis assise dans une voiture à boire du café froid au lieu de pleurer dans une séance de thérapie, nous devons rembobiner. Nous devons revenir en arrière. Nous devons revenir 6 mois en arrière, à une époque où je pensais encore que Caleb et moi nous battions du même côté, et où le sujet des enfants n'était qu'une histoire que nous nous racontions que nous écririons plus tard. Pour comprendre la vélocité pure de l'accident, vous devez comprendre à quelle hauteur nous volions. Il y a 6 mois, j'étais Imagine Rivera, 36 ans, stratège de marque senior chez Aurora West Collective dans le centre-ville de Denver. J'étais la femme qui avait des feuilles de calcul à code couleur pour tout, des objectifs marketing trimestriels à nos courses hebdomadaires. J'étais fier de mon indépendance, de mes origines et du fait que j'avais construit une vie qui ressemblait exactement au tableau d'inspiration que je créais pour mes clients haut de gamme. Je regardais mon reflet dans la vitre de mon bureau d'angle et je voyais une femme qui avait coché toutes les cases, sauf celle intitulée « Maternité », et je me disais que j'étais parfaitement à l'aise avec ce carré non coché. Mon mariage avec Caleb Morgan n'était pas seulement une relation. C'était un édifice soigneusement construit avec la même précision qu'il appliquait à son travail d'architecte au Kestrel & Weiss Studio. Nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans lors de la projection d'un documentaire sur le renouveau urbain et les structures en béton brutalisme.
Ce n'est pas exactement le décor d'une comédie romantique, mais pour nous, c'était électrique. Je me souviens de la façon dont la lumière du projecteur frappait son profil, illuminant l'angle aigu de sa mâchoire et l'intensité de ses yeux alors qu'il critiquait l'urbanisme du Londres des années 1960. Après le film, nous sommes allés dans un bar miteux qui sentait la bière rassie et le nettoyant au citron. Nous nous sommes assis dans une banquette en vinyle avec un pied bancal, et Caleb a dessiné sa maison de rêve sur une serviette en papier. Il a utilisé un feutre qu'il a sorti de la poche de sa veste, ses lignes surestables. J'ai ajouté des notes dans les marges sur la lumière, la circulation et la façon dont la cuisine devait être le cœur de l'espace, car c'est là que ma grand-mère m'avait appris que l'amour était quelque chose que l'on pouvait goûter. Cette serviette est devenue notre plan directeur. Nous ne nous sommes pas contentés de sortir ensemble. Nous avons commencé la construction d'une identité commune. Les premières années ont été le genre de lutte romantique qui n'a l'air charmante qu'avec le recul. Nous vivions dans un appartement boîte à chaussures qui donnait sur un parking gris. Nous mangions des ramen instantanés plus de soirs que je ne veux bien l'admettre, assis par terre parce que nous ne pouvions pas nous permettre une table de salle à manger, nos ordinateurs portables brillant dans le noir alors que nous courions tous les deux après les promotions. Il était le jeune architecte ambitieux, désespéré de faire sa marque au cabinet. J'étais l'associé marketing affamé, prêt à travailler jusqu'à 2 heures du matin pour décrocher une campagne. Nous étions une équipe. C'était nous contre le monde. Et pendant longtemps, le monde n'a eu aucune chance. Puis est venue la percée. Il y a 3 ans, mon père est décédé. C'était une perte soudaine et écrasante qui a laissé un trou au centre de ma poitrine, mais il m'a laissé une police d'assurance vie. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant. J'ai utilisé chaque centime de ce chèque pour l'acompte sur un condo dans les Highlands. C'était la manifestation physique du dessin sur la serviette. Il avait des fenêtres du sol au plafond qui encadraient les montagnes rocheuses comme un tableau. Des planchers de bois franc qui coûtaient plus cher que ma première voiture et un îlot de cuisine assez grand pour accueillir un banquet. Parce que l'argent venait de mon père, l'acte de propriété a été rédigé à mon nom, juste mon nom. Caleb avait insisté là-dessus à l'époque, le qualifiant d'hommage à l'héritage de mon père. Il a dit qu'il voulait que je me sente en sécurité. Je me souviens de l'avoir regardé, submergé par sa noblesse, pensant que j'avais épousé le seul homme du Colorado qui n'avait pas d'ego en matière d'argent. Je ne savais pas alors que les documents sont la seule chose qui se souvient de la vérité lorsque les souvenirs commencent à se déformer. Nous nous sommes installés dans un rythme qui semblait incassable. Nos amis nous appelaient le couple qui rendait le mariage facile. Nous avions des rituels qui nous ancraient. Le samedi matin, nous allions au marché des fermiers. Caleb portait les sacs en toile pendant que je choisissais des tomates anciennes et du fromage artisanal. Le vendredi soir, nous avions une règle stricte, pas de mets et pas de téléphone. Nous commandions une pizza au restaurant du coin, ouvrions une bouteille de vin rouge et regardions de vieux films. Parfois, alors que je terminais une présentation sur mon ordinateur portable un dimanche après-midi, Caleb me lisait à voix haute. Il récitait des articles sur les matériaux durables ou l'éthique du design moderne de ses revues d'architecture. J'adorais le son de sa voix, basse et stable, un bourdonnement de fond qui me faisait me sentir en sécurité. Je levais les yeux de mon écran, le regardais ajuster ses lunettes et je pensais que j'avais gagné au loto. Nous étions partenaires, égaux sur le plan intellectuel, meilleurs amis. Et puis il y a eu la conversation sur les enfants. C'était une conversation que nous avions reprise une 12aine de fois, toujours avec la même douce conclusion. Nous avions convenu de profiter de notre jeunesse et de nos carrières. Nous avions fixé une échéance souple à 35 ans, et quand 35 ans sont venus et sont passés, nous l'avons repoussé à « bientôt ». Je me souviens d'une nuit en particulier, il y a environ 1 an. Nous étions allongés dans le lit, les lampadaires projetant de longues ombres sur la couette. Caleb m'a caressé les cheveux et m'a dit qu'il ne voulait pas me mettre la pression. Il a dit que ma carrière à Aurora West était en plein essor et qu'il ne se pardonnerait jamais si un bébé me ralentissait avant que je ne sois prête. Il m'a dit qu'il était heureux d'être juste nous deux. Je n'ai besoin de personne d'autre, avait-il murmuré dans le noir. J'ai juste besoin de toi. Je l'ai cru. Je croyais que son hésitation était un acte de profonde gentillesse. Je pensais qu'il protégeait mon ambition. Je ne l'ai pas vu pour ce que c'était, une tactique dilatoire. Je n'ai pas réalisé que pendant que je construisais un avenir basé sur notre chronologie commune, il cherchait déjà une stratégie de sortie, ou du moins une vie parallèle où les règles étaient différentes. Les fondations de notre mariage semblaient solides. De l'extérieur,
le béton était lisse et sans fissure. Mais n'importe quel architecte vous dira que les défaillances structurelles les plus dangereuses se produisent profondément sous terre, là où personne ne pense à regarder jusqu'à ce que les murs commencent à se déformer. Il y a 6 mois, un mardi soir, nous étions allongés sur notre canapé sectionnel gris, celui pour lequel j'avais économisé pendant des mois. Mes pieds étaient glissés sous ses jambes. La télévision diffusait une rediffusion d'une sitcom que nous avions vue 100 fois. Le volume était bas. Je buvais du thé. Il faisait défiler son téléphone, souriant à quelque chose à l'écran. Quand je lui ai demandé ce qui était drôle, il a incliné l'écran d'une fraction de pouce et a dit que c'était juste un mème d'un collègue. J'ai posé ma tête sur son épaule, respirant l'odeur de son savon au bois de cèdre et j'ai fermé les yeux. L'appartement était chaud. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de nos immenses fenêtres. Je me sentais complètement, totalement en sécurité. Si quelqu'un était entré dans cette pièce à ce moment-là et m'avait dit que l'homme dont les jambes étaient emmêlées avec les miennes serait bientôt le père de l'enfant d'une autre femme, qu'il préparait déjà le terrain pour une trahison si complexe qu'il faudrait un organigramme pour la démêler, j'aurais ri au nez de cette personne. Je leur aurais dit qu'il regardait trop de drames. Je leur aurais dit que Caleb était la seule chose sûre dans un monde chaotique. J'étais si heureuse. J'étais si stupide. Et cette ignorance domestique et confortable spécifique a été le dernier cadeau que je me suis fait avant que la démolition ne commence. La catastrophe s'annonce rarement au son de la trompette. Il n'y a pas de tremblement de terre soudain qui fait s'effondrer le plafond pendant que vous dormez. En architecture, la défaillance structurelle est presque toujours un processus silencieux. C'est une fissure capillaire dans une poutre de soutien. C'est de l'eau qui s'infiltre dans une cloison sèche, visible seulement comme une légère décoloration que vous vous dites n'être qu'une ombre. Cela se produit en silence, jour après jour, jusqu'à ce que l'intégrité de tout le bâtiment ait disparu et que vous soyez toujours là à vous disputer sur les couleurs de peinture. 3 mois avant la baby shower, le rythme de notre vie a commencé à bégayer. Cela a commencé par le bruit d'un réveil coupant l'obscurité à 5h15 du matin. Pendant 7 ans, Caleb s'était levé à 6h30. C'était une créature d'habitude qui avait besoin de ses 8 heures de sommeil et de son café filtre lent avant d'affronter le monde. Soudain, il sortait du lit alors que le ciel était encore d'un noir d'encre, marmonnant qu'il voulait se remettre en forme. Il s'est inscrit dans une salle de sport ouverte 24h24 de l'autre côté de la ville, du moins c'est ce qu'il disait. Il m'embrassait le front, ses lèvres froides et sèches, et disparaissait dans le gris de l'aube. Il prétendait faire du cardio et de la musculation. Mais quand il rentrait le soir, généralement vers 20h, il ne sentait pas l'homme qui avait passé 1 heure à transpirer sur un tapis de course. Il ne sentait pas le vestiaire ni l'odeur métallique des poids en fer. Il sentait autre chose. C'était faible, enfoui sous une couche de bain de bouche à la menthe. Mais c'était là, une douceur, une odeur synthétique de vanille et de fleurs qui n'était certainement pas mon parfum, et certainement pas le savon industriel qu'ils utilisaient à sa salle de sport. Quand je lui ai posé la question une fois, nonchalamment en coupant des légumes pour un sauté, il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il m'a dit que c'était un nouveau désodorisant qu'ils utilisaient dans la salle de conférence du studio. Il a dit que les clients l'adoraient. J'ai hoché la tête et j'ai continué à couper. Je voulais le croire. L'alternative était trop épuisante à envisager. Puis il y a eu le téléphone. Le smartphone est la boîte noire moderne d'un mariage. Si vous voulez connaître la trajectoire d'une relation, il suffit de regarder comment un partenaire gère son appareil. Caleb avait l'habitude de laisser son téléphone partout, sur le comptoir de la cuisine, sur la table basse, en charge de mon côté du lit. C'était une propriété commune, un outil pour vérifier la météo ou commander à emporter. Presque du jour au lendemain, le téléphone est devenu une extension physique de sa main. Quand il le posait, il le plaçait toujours face contre table. C'était un petit mouvement délibéré, comme un joueur de cartes cachant une main gagnante. L'écran, qui s'illuminait autrefois avec des notifications de ESPN ou de Reddit, était maintenant sombre. Il avait changé le code d'accès. Je l'ai découvert en essayant de l'ouvrir pour vérifier l'heure alors que mon propre téléphone était en charge dans l'autre pièce. 4 chiffres tapés par habitude ont entraîné un rejet vibrant. Mise à jour de sécurité, m'a-t-il dit plus tard, les yeux fixés sur la télévision. Le service informatique du cabinet nous a obligés à changer tous nos mots de passe. Trop de données clients sensibles. J'ai accepté ça aussi. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Nous étions des professionnels. Nous avions des secrets à garder pour nos entreprises.
Mais un soir, le téléphone a vibré sur la table entre nous alors qu'il était aux toilettes. Il était face visible pour une fois. L'écran s'est allumé et un aperçu de message est apparu. 2 lettres HM. Le texte était court, en retard. Commence sans moi. Mon estomac a fait un lent et écœurant tour. Quand Caleb est revenu dans la pièce, je lui ai demandé qui était HM. Ma voix était stable, professionnelle. J'étais une stratège demandant une donnée. Il n'a pas scié. Il a pris le téléphone et l'a glissé dans sa poche d'un mouvement fluide. Hector Martinez, a-t-il dit. Le sous-traitant en cloison sèche sur le projet du stade. Ce type est un cauchemar avec les plannings. Je me suis dit que ça avait du sens. Les sous-traitants envoient des SMS tard. La construction est une industrie chaotique. Je me suis forcé à ravaler le doute qui avait un goût de bile au fond de ma gorge. J'ai répété mon mantra, celui que j'avais lu dans un livre de développement personnel des années auparavant. La confiance est un choix, pas un sentiment. Je choisissais de faire confiance à mon mari parce que l'alternative signifiait admettre que les fondations sur lesquelles je me tenais pourrissaient. Puis est venu l'argent. C'est moi qui gérais nos finances domestiques. Ce n'était pas une question de contrôle. C'était juste que j'étais meilleur à ça. J'appréciais l'ordre que cela procurait. Un dimanche, en faisant la balance de notre compte chèque joint, j'ai remarqué un schéma. Chaque jeudi, il y avait un retrait en espèces de $220. C'était un montant spécifique et étrange. Pas $200, pas $300, $220. C'était assez petit pour ne pas déclencher une alerte de fraude, mais assez régulier pour créer un rythme. Et puis il y avait les débits. Un steakhouse à Lodo un mardi. Une note pour le Timberlin Bistro un vendredi midi alors qu'il m'avait dit qu'il mangeait un sandwich à son bureau. J'ai tout rationalisé avec la créativité désespérée d'une femme essayant de sauver sa propre vie. Le marché de la construction était en plein essor. Je me suis dit qu'il sortait des clients. Il graissait la patte des entrepreneurs. Il avait besoin d'argent liquide pour des pourboires sur les chantiers. Il était stressé et peut-être avait-il besoin de quelques déjeuners à l'extérieur pour décompresser. J'ai construit un mur de logique adulte autour de son comportement. Brique par brique jusqu'à ce que je ne puisse plus voir la réalité de l'autre côté. La personne qui m'a tendu le marteau était Zoé Blake. Zoé et moi étions amis depuis notre première année d'université. Elle était maintenant une avocate spécialisée en divorce très puissante qui considérait la romance avec le scepticisme d'un technicien de déminage. Nous nous sommes rencontrés pour un café par un après-midi pluvieux de fin d'automne. J'étais fatigué. Les cernes sous mes yeux étaient assez sombres pour faire des bleus et j'ai fait l'erreur de me plaindre juste un peu. J'ai mentionné les heures de gym. J'ai mentionné le changement de mot de passe. J'ai mentionné le mystérieux Hector Martinez. Zoé a posé son latte. Elle m'a regardé avec une expression terriblement dépourvue de pitié. C'était le regard qu'elle lançait à la partie adverse avant de la détruire. Imagine, a-t-elle dit, sa voix basse et dure. Je vois ces schémas 5 fois par semaine. La salle de sport n'est jamais une salle de sport. Les retraits d'espèces servent à payer des choses qui ne peuvent pas être tracées sur un relevé. Chambre d'hôtel, téléphone jetable, cadeau. Et le changement de mot de passe. C'est le pistolet de détresse universel d'un conjoint infidèle. J'ai secoué la tête, riant nerveusement. Non, ai-je dit. Tu es trop cynique, Zo. C'est Caleb. Nous sommes le couple qui réussit. Tu te souviens? Il est juste stressé. Le projet du stade le dévore. Zoé a tendu la main sur la table et a couvert la mienne. Sa prise était ferme. Il n'est pas stressé, imagine. Il est occupé. Il y a une différence. Tu regardes un bâtiment en feu et tu me dis que c'est juste un coucher de soleil. J'ai retiré ma main. J'étais en colère contre elle. Je me sentais sur la défensive, comme si elle insultait mon intelligence en suggérant que je pouvais être si facilement dupé. Je lui ai dit qu'elle projetait son travail sur mon mariage. J'ai fini mon café rapidement et je suis parti, lui disant que j'avais une réunion. Mais cette nuit-là, le doute qu'elle avait planté a commencé à éclore. Nous étions au lit. Caleb m'avait tourné le dos, son dos un mur de silence. Il était enroulé autour de son téléphone, la lueur de l'écran illuminant son visage d'une lumière bleue fantomatique. J'ai tendu la main et j'ai touché son épaule. C'était un geste hésitant,
une demande de connexion. Il a tressailli. C'était un mouvement infime, un resserrement du muscle, un léger recul de ma main. Il a marmonné quelque chose sur le fait d'être épuisé et a éteint le téléphone, plongeant la pièce dans l'obscurité. Mais il ne s'est pas tourné vers moi. Il est resté sur son bord du matelas, gardant son espace, gardant son appareil, gardant la vie qu'il construisait dans les marges de la nôtre. Dans le silence de cette chambre, en écoutant le rythme régulier de sa respiration, je l'ai entendu. Ce n'était pas un bruit fort. Ce n'était ni un cri ni un sanglot. C'était un petit son sec, comme une branche morte qui se brise sous le poids de la neige. C'était une fissure. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était le son de mon cœur qui se brisait. Mais en y repensant, je sais que ce n'est pas vrai. Les cœurs ne se brisent pas si silencieusement. Ce son était tout autre chose. C'était le son du bandeau que j'avais si étroitement noué sur mes propres yeux, qui se déchirait enfin. C'était le son du vernis qui s'écaillait du mensonge. Je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond, et pour la première fois, j'ai cessé de choisir de faire confiance. J'ai commencé à choisir d'observer. Cette fissure n'était pas la fin. C'était le début de l'enquête qui me mènerait à une baby shower à Aurora, armée d'une boîte enveloppée de papier blanc et de ruban gris. Mais cette nuit-là, tout ce que je savais, c'est que l'homme à côté de moi était un étranger, et que je dormais dans une maison qui était sur le point de s'effondrer. L'ordinateur portable était posé sur la table de salle à manger en chaîne comme un piège à ours ouvert. C'était un jeudi soir, une de ces nuits agressivement normales où la routine domestique semble permanente, comme une loi de la physique. Caleb était sous la douche. Je pouvais entendre l'eau marteler les carreaux de la salle de bain principale, le son étouffé par 2 portes fermées. Il avait laissé son MacBook ouvert, l'écran brillant avec une feuille de calcul sur laquelle il travaillait autour d'un verre de vin. J'étais à l'îlot de la cuisine, lavant des poivrons. L'eau coulait froide sur mes mains. Je ne pensais à rien de particulier, peut-être à savoir s'il fallait retirer les légumes ou les faire sauter. Quand l'écran de l'autre côté de la pièce s'est allumé. C'était la synchronisation de l'écosystème Apple, une fonctionnalité conçue pour la commodité qui est devenue un instrument de destruction. Parce que le téléphone de Caleb était en charge dans la chambre, ses e-messages passaient par son ordinateur portable. Une bulle grise est apparue dans le coin supérieur droit. Le texte était court. Bébé a donné un coup de pied ce soir. Il est déjà obsédé par toi. Puis un emoji cœur. Puis la signature H. J'ai fermé le robinet. Le silence dans la cuisine était soudain et absolu. Je n'ai pas bougé pendant 5 secondes. Mon cerveau a essayé de rejeter l'information. C'était peut-être une blague. C'était peut-être un mauvais numéro. Peut-être que, bébé, était un surnom pour un animal de compagnie, une voiture ou un projet. Mais la deuxième phrase m'a étranglé. Il est déjà obsédé par toi. Je me suis essuyé les mains sur un torchon. J'ai traversé le tapis du salon. Mes pas étaient silencieux. J'avais l'impression de flotter, détaché de mon propre corps, regardant une femme en tablier marcher vers sa propre exécution. Je me suis tenu au-dessus du clavier. Ma main a survolé le trackpad. C'était le moment, la ligne dans le sable. Si je cliquais, je ne pourrais jamais ne pas voir. Si je cliquais, l'imaginant qui croyait en la sainteté de son mariage cesserait d'exister. J'ai cliqué. Le fil de message s'est ouvert, s'étendant pour remplir le côté droit de l'écran. Ce n'était pas seulement du texte. C'était une archive multimédia d'une vie parallèle. L'image la plus récente envoyée il y a quelques instants était une vignette vidéo. Mais au-dessus se trouvait une photo envoyée la veille. Elle était en noir et blanc, granuleuse, triangulaire. Une échographie. Le profil d'un fœtus était clair sur le fond sombre. La date de l'échographie était actuelle. Le nom sur l'étiquette du patient était Harry Mercer. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Chaude et acide. Harry Mercer. La chef de projet chez Kestrel & Veil. La femme que Caleb avait décrite comme efficace, vive et strictement professionnelle. La femme qui nous avait envoyé une carte de Noël l'année dernière signée d'un générique « Joyeuse fête ». Elle ne couchait pas seulement avec lui. Elle construisait une famille avec lui. J'ai fait défiler vers le haut. Mon doigt s'est déplacé sur le trackpad avec une raideur mécanique. Il y avait des photos d'échantillons de peinture. Verso joue bleu œuf de canard pour la chambre de bébé, avait-elle demandé. Et puis la réponse de Caleb.
Les mots étaient là, tapés par les mêmes doigts qui avaient tenu ma main pendant le film de vendredi dernier. Prenons le sauge. C'est plus apaisant. J'ai hâte de rencontrer notre petit miracle. Je le dirai à Imagijan après que la promotion soit passée le mois prochain. Je promets. Tiens bon. Notre petit miracle. Je le dirai à Imagijan. Il n'était pas confus. Il ne traversait pas une crise de la quarantaine. Il exécutait un plan de projet. Il me gérait comme un facteur de risque qui devait être atténué jusqu'à ce que le moment soit optimal. Il attendait sa promotion, une promotion pour laquelle je l'avais aidé à élaborer une stratégie, relisant ses présentations et affinant son portfolio, avant de me jeter. Je n'ai pas fait défiler plus loin. Je n'avais pas besoin de voir les SMS. Je n'avais pas besoin de lire les détails de leur intimité physique. Ce serait seulement chercher à se faire du mal. Et je n'avais pas le luxe du temps. L'eau de la douche coulait toujours, mais le rythme avait changé. Il se rinçait. J'avais peut-être 3 minutes. Je n'ai pas pleuré. Les larmes sont une réponse biologique à la tristesse. Et je n'étais pas triste. J'étais en état de choc, cristallisé par une rage froide et dure. J'ai sorti mon propre téléphone de ma poche et je l'ai tenu au-dessus de l'écran. J'ai pris une photo du fil de discussion. J'ai pris une photo de l'échographie. J'ai pris une photo du message où il promettait de me quitter. Puis, pour être absolument sûr, j'ai utilisé l'ordinateur portable pour faire une capture d'écran. Commande plus majuscule plus 3. Le son était simulé. Un déclic d'obturateur d'appareil photo qui a semblé résonner comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. J'ai ouvert son client de messagerie, j'ai joint la capture d'écran et je l'ai envoyée à mon adresse email personnelle. Je suis immédiatement allé dans son dossier d'éléments envoyés et j'ai supprimé l'email. Puis je suis allé dans son dossier de corbeille et je l'ai vidé. J'ai fermé la fenêtre de message. J'ai réduit le navigateur pour que la feuille de calcul soit la seule chose visible à nouveau. J'ai essuyé le trackpad avec le bas de ma chemise pour enlever les empreintes digitales, un geste que j'avais appris des séries policières, mais que j'ai exécuté maintenant avec un sérieux mortel. Je suis retourné à l'îlot de la cuisine. J'ai pris le couteau. Quand la porte de la salle de bain s'est ouverte et que la vapeur s'est répandue dans le couloir, je coupais le poivron rouge en lanière parfaite et uniforme. Caleb est entré dans la cuisine en s'essuyant les cheveux avec une serviette. Il portait un pantalon de survêtement gris et un t-shirt blanc. Il avait l'air propre. Il avait l'air sain. Il ressemblait à l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans. « Salut », a-t-il dit en s'approchant de moi par derrière. Il a enroulé ses bras autour de ma taille et m'a embrassé le cou. Sa peau était chaude. Ça sent bon. Comment s'est passée ta journée? J'ai continué à couper. Le couteau a heurté la planche à découper avec un « touac, touac, touac » rythmé. Elle a été longue, ai-je dit. Ma voix semblait normale. C'était terrifiant à quel point elle semblait normale. C'était une réplique parfaite de ma voix, synthétisée par un cerveau qui était passé en mode survie. Cette cliente avec la ligne de soins bio est difficile pour le rebranding. Elle veut encore changer la police. Elle est impossible, a dit Caleb en me serrant la taille avant de me lâcher. Il s'est dirigé vers la table et s'est assis devant son ordinateur portable. J'ai retenu mon souffle. Tu as fini les projections, a-t-il demandé en fixant sa feuille de calcul. Presque, ai-je dit. J'ai besoin d'un autre verre de vin avant de m'attaquer au reste. Il n'a rien remarqué. Il n'a pas senti le changement sismique dans l'atmosphère. Il a tapé quelques chiffres, inconscient du fait que sa vie venait d'être capturée, cataloguée et transférée sur un serveur externe. Ce soir-là, nous avons dîné. J'ai mâché. J'ai avalé. Je lui ai posé des questions sur le projet du stade. Il m'a parlé des retards de livraison d'acier. J'ai regardé sa bouche bouger. J'ai regardé la façon dont il tenait sa fourchette. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que je n'étais plus sa femme. J'étais un témoin. J'étais un agent infiltré dans ma propre maison, recueillant des renseignements sur une cible hostile. Nous nous sommes couchés à 22h30. Il s'est endormi presque immédiatement, sa respiration lourde et régulière. Je suis resté allongé sur le dos, fixant les ombres que les lampadaires projetaient au plafond. Je me sentais vidé, comme si mes organes internes avaient été enlevés et remplacés par de l'air froid. Je le dirai à Imagijan après la promotion. Il avait un calendrier. Cela signifiait que j'avais une date limite.
Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé et j'ai laissé le choc se transformer en un plan. J'ai attendu que le soleil se lève, regardant la lumière grise filtrer à travers les rideaux que j'avais cousus moi-même. À 8h15 le lendemain matin, Caleb est parti au travail. Il m'a embrassé en partant et a dit « Je t'aime. Conduis prudemment. » J'ai dit « Toi aussi. » Au moment où la porte s'est refermée, j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé ma sœur. J'ai composé le numéro de Zoé Blake. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Imagine-Jean. Tout va bien? Tu avais raison, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. À propos de la salle de sport, du mot de passe, de tout. Il y a eu une pause de l'autre côté. Zoé n'a pas dit, je te l'avais dit. Elle était trop bonne avocate pour ça. Parle-moi. C'est Harry Mercer, ai-je dit. Et elle est enceinte. Il attend sa promotion le mois prochain pour me quitter. Oh, imagine-Jean. Le vernis professionnel dans la voix de Zoé s'est fissuré juste assez pour laisser passer l'ami. Je suis tellement désolé. Ne sois pas désolé, ai-je dit. Sois utile. J'ai besoin d'un avocat spécialisé en divorce, pas de toi. J'ai besoin de quelqu'un qui ne le connaît pas. Quelqu'un qui ne se sentira pas mal de le détruire. J'ai besoin d'un requin, Zoé. Adriana Cole, a dit Zoé instantanément. Elle est l'associée directrice chez Cole & Sterling. Elle mange les narcissiques au petit déjeuner. Elle ne prend généralement pas de nouveaux cas si tard dans le trimestre, mais je vais demander une faveur. Trouve-moi un rendez-vous aujourd'hui, ai-je dit. J'essaierai pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, Zoé. Je suis sur une date limite. Elle a entendu l'acier dans ma voix. D'accord, laisse-moi passer un appel. Je t'enverrai l'adresse par SMS. J'ai raccroché. Je suis allé dans la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air fatigué, mais j'avais l'air dangereuse. Je me suis douché, je me suis habillé de mon blazer le plus élégant et d'un pantalon ajusté, et je me suis maquillé avec une précision militaire. J'ai envoyé un SMS à Caleb, déjeuner avec un client en ville. Je rentrerai peut-être tard. C'était le premier mensonge direct que je lui avais jamais dit. Il avait un goût amer sur ma langue, mais je l'ai avalé. Ce n'était pas un mensonge, ai-je raisonné. Je rencontrais un client. J'étais la cliente. Et l'affaire dont nous discutions était le démantèlement complet et total de sa vie. Le bureau de Cole & Sterling était situé au 24e étage d'une tour de verre dans le centre-ville de Denver, surplombant la ligne d'horizon même que Caleb prétendait aider à construire. L'esthétique était l'intimidation par le minimalisme. Tout était chrome, cuir blanc et silence. Adriana Cole ne m'a offert ni thé ni sympathie. Elle était assise derrière un bureau qui ressemblait à une plaque de marbre flottante, écoutant ma récitation des faits avec l'intensité d'un chirurgien évaluant un patient traumatisé. J'ai tout déballé. Le parfum, les retraits d'espèces, le changement de mot de passe, le SMS sur le bébé qui donne des coups de pied, la promesse de me quitter après la promotion. Quand j'ai terminé, je me suis rassise, les mains étroitement jointes sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Adriana s'est penchée en avant. C'était une femme d'une quarantaine d'années avec une coupe de cheveux asymétrique et nette et des yeux qui semblaient pouvoir évaluer votre valeur nette en 3 secondes. Vous avez 2 choix, imagine-Jean, a-t-elle dit. Sa voix était calme, dépourvue de la pitié que j'avais entendue chez Zoé. Choix, c'est l'option nucléaire émotionnelle. Vous rentrez chez vous, vous criez, vous jetez ses vêtements sur la pelouse et vous demandez le divorce. Vous obtenez la catharsis du moment, mais vous perdez votre avantage. Il resserre les rangs, cache les actifs et vous dépeint comme la femme hystérique et méprisée. Elle a marqué une pause, laissant l'image s'imprégner. Choix B, c'est l'option stratégique, a-t-elle poursuivi. Vous ravalez votre bile, vous rentrez chez vous et vous agissez comme l'épouse aimante. Vous le laissez penser qu'il est la personne la plus intelligente de la pièce pendant que nous documentons chaque dollar qu'il dépense pour elle. Nous construisons un dossier si solide qu'au moment où il réalisera qu'il se noie, il sera déjà au fond de l'océan. Je l'ai regardé. J'ai pensé à la photo de l'échographie. J'ai pensé à « notre petit miracle ». Je veux le choix B, ai-je dit. Bien, a dit Adriana. Elle a ouvert un dossier. Parlons des actifs. Le condo. Mon nom est sur l'acte, ai-je dit. L'acompte provenait de l'assurance vie de mon père.
Excellent, a-t-elle noté en l'écrivant. C'est un bien propre. Mais nous devons nous assurer que la confusion de patrimoine est minimisée à partir de maintenant. Maintenant, parlons d'un concept juridique appelé la dissipation des biens matrimoniaux. Si vous écoutez ceci et que vous soupçonnez votre partenaire de vous tromper, notez cette phrase. Dissipation des biens. Elle a expliqué que l'argent dépensé pour une liaison, dîner, hôtel, cadeau, facture médicale pour une maîtresse, est considéré comme une mauvaise utilisation des fonds matrimoniaux. Si nous pouvions prouver qu'il a utilisé notre argent commun pour financer sa double vie, un juge m'accorderait cet argent en premier sur le règlement final. Ce n'était pas seulement de la petite comptabilité, c'était un levier. J'ai signé l'accord de provision et j'ai fait un chèque de $5 000. C'était l'achat le plus cher que j'ai jamais fait sans consulter Caleb et c'était fantastique. Adriana a ensuite fait glisser une carte de visite sur le marbre. Noah Consinked. C'est un détective privé, ancien de la police de Denver, a travaillé dans la fraude. Il est cher, mais il est discret. Je le veux sur Caleb d'ici demain matin. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai vécu 2 vies. Le jour, j'étais imaginant la stratège de marque. Je dirigeais des réunions. Je développais des présentations. Je souriais à mes collègues. La nuit, j'étais imaginant l'espionne. Vivre avec un homme que l'on sait vous trahir est une masterclass d'acteur. Je devais lui demander comment s'était passée sa journée et écouter ses histoires fabriquées sur les inspections de chantier et les ingénieurs difficiles. Je devais le laisser m'embrasser sur la joue sans tressaillir. Je devais préparer le dîner et m'asseoir en face de lui, le regardant envoyer des SMS sous la table, sachant exactement qui était à l'autre bout. Mais pendant qu'il dormait, je travaillais. Si vous n'avez jamais audité votre propre vie, vous n'avez aucune idée de la quantité de données que vous générez. J'ai téléchargé 5 ans de relevés bancaires. J'ai scanné les déclarations de revenus. J'ai trouvé les identifiants de notre fournisseur de téléphonie mobile et j'ai téléchargé les journaux d'appels détaillés et l'historique de localisation. J'ai fait tout cela entre 2 et 4 heures du matin, assise par terre dans la chambre d'amis avec une serviette sous la porte pour bloquer la lumière. Noah Consinked était aussi efficace qu'Adriana l'avait promis. Il ne ressemblait pas à un détective de cinéma. Il ressemblait à un comptable fatigué qui conduisait une Honda Civic grise et banale. Nous communiquions via une application de messagerie cryptée. Son premier rapport est arrivé un mardi. C'était un fichier PDF de 18 pages. Je l'ai ouvert dans ma voiture pendant ma pause déjeuner. Les premières pages étaient des journaux de surveillance standard. Le sujet a quitté le travail à 16h30. Le sujet est arrivé au Timberline Bistro à 17h15. Puis sont venues les photos. Les voilà, Caleb et Harry. Ils étaient assis à une table en terrasse, se tenant la main. Ils la regardaient avec une expression que je reconnaissais. C'était le même regard qu'il m'avait lancé lorsque nous avions dessiné notre maison de rêve sur une serviette en papier. Mais ce sont les photos des week-ends qui m'ont arrêté le cœur. Il m'avait dit qu'il allait à Salt Lake City pour une conférence. En réalité, il avait conduit 1 heure au nord jusqu'à une location de chalet de luxe à Estridge. Noah avait des photos de marchands parmi les pins. Sur une photo, Caleb se tenait derrière elle, ses mains posées protectrices sur son ventre de femme enceinte, son menton sur son épaule. Il ressemblait à une affiche pour un film Hallmark. Il ressemblait à une famille. J'ai fixé cette image jusqu'à ce que l'écran se brouille. C'était mon mari. C'était l'homme qui m'avait dit qu'il n'était pas prêt pour les enfants. Mais le rapport contenait autre chose, quelque chose de plus sombre. Noah avait signalé une série d'anomalies financières. Il avait recoupé le style de vie de Caleb avec notre compte bancaire joint et avait trouvé une divergence. Les locations de chalets, les dîners coûteux, les meubles pour bébé que Noah avait vu être livrés à l'appartement de Ali. Rien de tout cela n'apparaissait sur nos cartes de crédit ou notre compte chèque commun. D'où vient l'argent, avais-je tapé à Noah. Continue de lire, fut sa réponse. Page 14. Noah avait creusé l'empreinte financière de Caleb. Il avait trouvé un compte bancaire secondaire au nom de Caleb dans une coopérative de crédit que je ne connaissais pas, mais la source des fonds était la preuve irréfutable. Chaque mois, Kestrel Enval payait des factures à un fournisseur appelé Apex Material Supply. Noah avait fait une vérification des antécédents d'Apex. C'était une société écran. L'adresse enregistrée était une boîte postale dans un centre commercial d'Aurora. Le seul signataire sur le compte de l'entreprise était Caleb Morgan.
Mon mari architecte approuvait des factures pour des matériaux qui n'existaient pas, autorisait des paiements de son cabinet à sa propre société écran, puis canalisait cet argent volé sur son compte secret pour financer sa liaison et son nouveau bébé. J'étais assise dans ma voiture, le moteur au ralenti. La prise de conscience m'a envahi, froide et lourde. Ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était du vol qualifié. C'était un crime. J'ai conduit directement au bureau d'Adriana. Je n'ai même pas appelé pour un rendez-vous. J'ai dépassé la réceptionniste et j'ai jeté le rapport imprimé sur son bureau en marbre. Adriana a mis ses lunettes de lecture. Elle a lu en silence pendant 10 minutes. Le seul son dans la pièce était le bourdonnement de la climatisation et le battement de mon propre pouls dans mes oreilles. Quand elle a terminé, elle a fermé le dossier. Un lent et terrifiant sourire s'est dessiné sur son visage. « Eh bien » a dit Adriana en tapotant son ongle manucuré sur la couverture du rapport. « Imagine, regardez-vous. Vous ne l'avez pas seulement surpris en train de vous tromper. Vous l'avez surpris en train de détourner des fonds. » Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant la ville. « Il ne vous trahit pas seulement » a-t-elle dit en se retournant vers moi. « Il vole son employeur pour construire cette chambre d'enfant et payer ses petites escapades. Cela change tout. Ce n'est plus une affaire de divorce. C'est un levier de proportion biblique. » Elle m'a regardé, ses yeux brillants de l'excitation de la chasse. « Nous avons la preuve de la liaison. Nous avons la preuve de la dissipation des biens. Et maintenant, nous avons la preuve d'une activité criminelle qui pourrait l'envoyer en prison pour 5 à 10 ans. » J'ai pensé à l'invitation à la baby shower qui était arrivée ce matin-là. J'ai pensé à la boîte blanche que je prévoyais d'envoyer. Il veut une rupture nette, ai-je dit, ma voix stable. Il veut me quitter après sa promotion pour pouvoir subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. Il n'aura pas de promotion, a dit Adriana. Et il n'aura certainement pas de rupture nette. Imagine, c'est une mine d'or et vous allez l'emballer très, très joliment. Je sais exactement comment je veux le livrer, ai-je dit. Bien, a répondu Adriana. Parce que nous avons fini de réagir. Maintenant, nous exécutons. C'était presque impressionnant de voir à quel point Caleb suivait le scénario du mari repentant. C'était comme s'il avait cherché sur Google, comment dire à sa femme qu'on a mis sa maîtresse enceinte, et qu'il avait mémorisé le premier résultat. 2 jours après que j'ai remis à Adriana la preuve de son détournement de fonds, Caleb m'a invité à dîner. Il a choisi Lucas, le restaurant italien faiblement éclairé où nous avions célébré nos 3e, 4e et 5e anniversaires. C'était un choix tactique. Il comptait sur la nostalgie pour adoucir le coup. Il voulait que je sois entouré de souvenirs de nous partageant un tiramisu pour que, lorsqu'il lâcherait la bombe, je sois trop sentimental pour en faire exploser une moi-même. Il avait l'air terrible. Cela faisait partie du costume. Il ne s'était pas rasé depuis un jour, et il portait une chemise à boutons légèrement froissés, le col supérieur déboutonné pour suggérer un homme qui se défait. Je portais une robe bleu marine et mes perles. J'avais l'air de la parfaite épouse sans méfiance. Nous avons commandé une bouteille de Chianti. Il m'a versé mon verre mais n'a pas touché le sien. Il a fixé la lueur de la bougie, passant une main dans ses cheveux, attendant que je lui demande ce qui n'allait pas, « Caleb », ai-je dit, en gardant ma voix douce, empreinte de la juste dose d'inquiétude. « Tu n'as pas dit un mot depuis que nous sommes assis. C'est le projet du stade. » Il a soupiré. Une longue expiration tremblante qui semblait conçue pour gagner un prix. « Non, ce n'est pas le travail, imagine. Je dois te dire quelque chose, et ça va te briser le cœur. » Il a tendu la main sur la nappe blanche pour prendre la mienne. Je l'ai laissé faire. Sa paume était moite. J'ai lutté contre l'envie de me retirer et j'ai plutôt serré doucement ses doigts. « Tu peux tout me dire. » « J'ai fait quelque chose de terrible, a-t-il dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. J'ai été faible. Je me sentais seul. Ça y est, ai-je pensé, la défense, je me sentais seul. Qui est-ce, ai-je demandé en écarquillant les yeux comme si l'idée venait de me traverser l'esprit. Elle s'appelle Harry, a-t-il dit. Il n'a pas utilisé son nom de famille. Il n'a pas mentionné quelle était sa subordonnée. C'est juste quelqu'un à qui parler. Tu sais à quel point tu as été occupé avec la campagne de rebranding. J'avais l'impression de vivre avec une colocataire. Et Harry, elle était là. C'était juste un moment de faiblesse, imagine, un manque de jugement.
Je l'ai observé attentivement. Un manque. Il décrivait une liaison de 6 mois impliquant des locations de chalets, de fausses factures et des fonds d'entreprise volés comme un manque, comme oublier de sortir les poubelles. C'est fini, ai-je demandé en faisant trembler ma lèvre inférieure. Caleb a baissé les yeux sur la nappe. C'est la partie compliquée. J'ai essayé d'y mettre fin. Je le jure, mais elle est enceinte. Il a levé les yeux, cherchant l'explosion sur mon visage. Je lui ai donné une seule larme. Elle a glissé sur ma joue. Parfaitement. Enceinte. Je n'ai pas prévu ça, a-t-il dit rapidement en resserrant sa prise sur ma main. S'il te plaît, crois-moi, mais maintenant il y a un enfant impliqué, un enfant innocent, et je dois faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut, ai-je répété. Je pense que nous devons nous séparer, a-t-il dit. Pour le bien du bébé. Je ne veux pas que cet enfant grandisse dans un environnement toxique où son père est déchiré entre 2 foyers. Je veux un divorce civilisé, imagine-en. Nous sommes des adultes. Nous pouvons gérer cela avec dignité. Puis est venue la proposition. Il avait clairement répété cette partie avec son propre avocat. Ou peut-être l'avait-il simplement répété sous la douche en imaginant sa nouvelle vie. J'ai réfléchi aux actifs, a-t-il dit, sont-on passant du tragique au transactionnel. Je veux que tu gardes le condo. C'est ta maison. Je ne me battrai pas pour ça. Quelle générosité, ai-je pensé, m'offrir la propriété qui m'appartenait déjà légalement. Mais en échange, a-t-il poursuivi, j'ai besoin de garder la majorité de nos économies liquides. Recommencer va être cher, et j'ai besoin que tu signes un accord de non-divulgation. Je ne veux pas que cela affecte ma position au sein du cabinet. Si la nouvelle se répand que j'ai quitté ma femme pour une situation complexe, cela pourrait nuire à la réputation du studio. Si tu acceptes de garder le silence, de ne pas dire du mal de moi ou de Harry, je m'assurerai que tu reçoives une pension alimentaire jusqu'à ce que tu sois de nouveau sur pied. Il m'a regardé avec ses yeux bruns sincères. Les mêmes yeux qui m'avaient regardé sur la photo de l'échographie. Il croyait vraiment m'offrir un accord équitable. Il obtient l'argent, la fille et le bébé. J'obtiens le silence et l'appartement que j'avais déjà payé. J'ai pris une gorgée de vin pour cacher le sourire narquois qui menaçait de percer mon masque de chagrin. J'avais besoin qu'il le dise. J'avais besoin qu'il confirme les aspects financiers. Je ne sais pas, Caleb, ai-je dit, ma voix tremblante. C'est juste l'argent, nos économies. J'ai remarqué que le compte se vidait ces derniers temps. Les retraits, les hôtels. C'était tout pour elle? Caleb a tressailli. Il ne s'attendait pas à ce que j'aborde les détails. Il a hésité, calculant. S'il mentait, j'enquêterais peut-être. S'il disait la vérité, présentée comme une nécessité désespérée, il pourrait obtenir ma sympathie. Je devais le faire, a-t-il dit, suppliant. J'étais paniqué, imaginant. J'avais besoin de payer les rendez-vous chez le médecin. J'avais besoin d'acheter des choses pour la chambre de bébé. Je n'avais pas accès à mes propres fonds assez rapidement. J'ai emprunté à nous parce que j'essayais de régler le problème avant que ça ne te blesse. Oui, j'ai utilisé notre compte, mais je le rembourserai. Je le promets. Voilà. Il venait d'admettre avoir utilisé des biens matrimoniaux pour financer sa liaison. Il avait admis la dissipation, et il l'avait fait dans un lieu public où notre serveur, qui remplissait nos verres d'eau, s'attardait juste assez longtemps pour entendre le ton de la conversation. Je comprends, ai-je dit doucement. Tu essayais juste d'être un bon père. Exactement. Il a expiré, l'air soulagé. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été la plus rationnelle, imaginant. C'est ce que j'aime chez toi. Il aimait que je sois rationnel parce qu'il pensait que cela me rendait facile à manipuler. Il ne réalisait pas que ma rationalité était en train de le disséquer comme une grenouille dans un cours de biologie. Nous avons fini de dîner. Il a payé l'addition, probablement avec une carte de crédit liée à mon score de crédit. Et nous sommes allés à la voiture. Il m'a ramené à la maison, me traitant avec la douce pitié que l'on réserve à un patient en phase terminale. 3 jours plus tard, l'invitation est arrivée. J'ai récupéré le courrier dans le hall de notre immeuble. Parmi les factures et les prospectus se trouvait une enveloppe carrée en papier crème épais. Elle avait l'air chère. Je l'ai ouverte dans l'ascenseur. Rejoignez-nous pour célébrer un nouveau départ, disait la police de caractère script. Caleb,
Harry et bébé Morgan. Ce n'était pas seulement une baby shower. C'était un couronnement. Ils s'annonçaient comme une unité. Caleb et Harry. Mon nom n'était même plus le fantôme dans la machine. Il avait été supprimé du disque dur. Mais le vrai coup de poignard était la note manuscrite glissée à l'intérieur. Elle venait de Jenna, la sœur aînée de Caleb. Jenna, avec qui j'avais passé Saint-Noël. Jenna, qui avait pleuré sur mon épaule quand son petit ami l'avait largué. La note était écrite sur une petite carte à l'encre bleue et déchiquetée. Imagine, je sais que c'est difficile, mais la famille passe avant tout. Ce bébé est mon neveu. J'espère que tu es assez mature pour venir montrer ton soutien au nouveau chapitre de Caleb. N'en fais pas une affaire personnelle. Je suis resté dans le couloir de mon appartement, fixant la carte. N'en fais pas une affaire personnelle. Mon mari met une autre femme enceinte, vole son entreprise, vide nos économies, et sa sœur a l'audace de me dire de ne pas en faire une affaire personnelle. Je suis allé à la cuisine et j'ai versé le reste de mon café infusé à froid dans l'évier. J'ai senti une clarté froide et métallique s'installer en moi. Tu as raison, Jenna, ai-je murmuré à la pièce vide. Je n'en ferai pas une affaire personnelle. J'en ferai une affaire entièrement à leur sujet. Je ne suis pas assez mature pour manger un cupcake sous une bannière qui célèbre mon propre remplacement. Je ne suis pas assez sainte pour m'asseoir en cercle et deviner le poids de naissance du bébé pendant que Harry ouvre des cadeaux payés avec l'argent que Caleb a détourné. Mais je suis assez mature pour envoyer un cadeau qu'ils n'oublieront jamais. Je suis allé à mon bureau. J'ai posé l'invitation et la note de Jenna sur le scanner. La lumière a bourdonné en balayant le papier. J'ai joint le fichier à un email adressé à Adriana Cole. Objet, l'invitation. Corps du message, ils m'ont vraiment invité. Voir pièce jointe. 2 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. La réponse d'Audriana était courte. Parfait. L'audace est leur point aveugle. C'est la scène, imagine. Maintenant, nous avons juste besoin de l'accessoire final. Le livre est-il prêt? J'ai regardé l'étagère où le livre de souvenirs en cuir blanc attendait. J'avais déjà collé les journaux de discussion. J'avais déjà arrangé les relevés bancaires. J'attendais juste la dernière pièce du puzzle de la base de données des dossiers médicaux à laquelle Noah essayait d'accéder. J'ai pris le livre. Il semblait lourd. Il semblait être la justice. Presque. J'ai tapé en retour, j'attends juste les résultats du laboratoire. J'ai regardé l'invitation une dernière fois avant de la jeter à la poubelle. Bébé Morgan. Ils étaient si fiers de ce nom. Ils étaient si sûrs de leur récit. Ils pensaient écrire une romance. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient des personnages d'une tragédie. Et c'est moi qui tenais la plume pour l'acte final. L'enquête sur un conjoint infidèle révèle généralement des secrets dans un ordre prévisible. D'abord, on trouve les SMS. Ensuite, on trouve les reçus de dîner et d'hôtel. Enfin, si l'on creuse assez profondément, on trouve les comptes bancaires cachés. Je pensais que nous avions atteint le fond du puits. Je pensais que le détournement de fonds était la dernière et laide vérité. J'avais tort. Le fond était une trappe et je suis tombé dedans un mardi après-midi. Nous étions dans la phase de l'enquête qu'Audriana appelait la criminalistique financière. Nous cherchions des actifs cachés. Mais pour le faire efficacement, nous devions examiner chaque aspect administratif de notre vie commune, y compris notre assurance maladie. Caleb et moi étions sur la même police par l'intermédiaire de son cabinet, Kestrel & Val. En tant que conjointe du titulaire principal de la police, j'avais un accès complet au portail en ligne. Adriana m'avait demandé de télécharger l'historique des explications de prestations des 5 dernières années. Elle voulait voir s'il y avait des frais médicaux liés à des infections sexuellement transmissibles ou à des soins prénatals qu'il aurait pu glisser sur notre assurance. J'étais assise devant mon ordinateur portable, faisant défiler des rangées de nettoyage dentaire et de rendez-vous d'optométrie. C'était un travail administratif ennuyeux. Puis mes yeux ont attrapé une réclamation d'il y a 3 ans. Le fournisseur était le Silver Lark Medical Center. La description du service était codée, juste une chaîne de chiffres et de lettres, mais le nom du patient était Caleb Morgan. Le coût était important. La part du patient était une quote-part de $250. J'ai froncé les sourcils. Il y a 3 ans. J'ai essayé de situer la date. C'était en novembre. Je me souvenais de ce mois de novembre.
Caleb m'avait dit que son cabinet imposait des examens physiques de direction pour le personnel supérieur. Il avait pris un vendredi de congé. Quand il est rentré ce week-end-là, il était sensible, se déplaçant lentement. Il m'a dit que le médecin l'avait palpé trop fort, avait fait des examens invasifs et lui avait fait la leçon sur son cholestérol. Il a passé tout le week-end sur le canapé avec un sac de petits pois surgelés, prétendant qu'il s'était claqué un muscle à laine à la salle de sport la veille. J'ai eu pitié de lui. Je lui ai fait de la soupe. Je l'ai laissé regarder le football pendant que je faisais la lessive. J'ai copié le code de la procédure de la demande d'assurance et je l'ai collé dans un moteur de recherche. J'ai appuyé sur Entrée. Le résultat s'est chargé en moins d'une seconde. Code CPT 55250, vasectomie unilatérale ou bilatérale, y compris examen post-opératoire du sperme. J'ai arrêté de respirer. L'air dans la pièce a semblé disparaître. Une vasectomie. Il n'avait pas un taux de cholestérol élevé. Il ne s'était pas claqué un muscle à la salle de sport. Mon mari, l'homme qui m'avait tenu la main et m'avait dit que nous aurions des enfants quand le moment serait venu, était allé dans une clinique et s'était assuré chirurgicalement que ce moment ne viendrait jamais. Il avait coupé la possibilité d'une famille avec moi, de manière permanente et délibérée, puis était rentré à la maison et m'avait laissé le soigner pour qu'il se rétablisse. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la climatisation. C'était le froid du rejet biologique absolu. Il ne m'avait pas seulement retardé. Il s'était stérilisé pour se protéger de moi. Mais ensuite, la deuxième vague de prise de conscience m'a frappé. Elle m'a frappé si fort que j'ai éclaté de rire dans l'appartement vide. C'était un son aigu et déchiqueté. Si Caleb avait subi une vasectomie il y a 3 ans, alors qui était le père du bébé à l'intérieur de Mercey? J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Adriana. Vérifier ses récentes demandes, ai-je dit, ma voix tendue. Chercher un test de numération des spermatozoïdes. Une analyse de sperme. Chercher n'importe quoi au cours des 6 derniers mois. Nous l'avons trouvé il y a 2 semaines. Une demande d'un laboratoire de Denver. Code de diagnostic Z31.41. Rencontre pour test de fertilité. Caleb a dû paniquer. Harry lui dit qu'elle est enceinte. Il sait qu'il a subi l'opération. Il va se faire contrôler, priant pour un miracle, priant pour que l'opération ait échoué, parce que l'alternative est que son âme sœur lui ment. Nous n'avions pas les résultats du test sur le portail, seulement le fait que le test avait eu lieu. Mais Adriana étant Adriana, elle avait des moyens. Elle a assigné les dossiers dans le cadre de la découverte pour le divorce, le signalant comme un antécédent médical critique parce que Caleb essayait de jouer le mari coopératif pour me faire taire. Son avocat a remis le dossier sans lire les petits caractères. Le rapport tenait sur une page. Analyse du spécimen, azoospermie. Numération des spermatozoïdes, 0. Motilité, NA. J'ai fixé le document. 0. Il n'y avait pas de miracle. Il n'y avait pas d'échec médical. Caleb Morgan tirait à blanc. Il était complètement, irrévocablement stérile. Je me suis rassise dans ma chaise et j'ai laissé la chronologie s'assembler dans ma tête. C'était un chef-d'œuvre d'ironie. Harry annonce qu'elle est enceinte. Caleb, sachant qu'il a subi une vasectomie, le remet probablement en question une seconde, mais Harley le convainc. Peut-être qu'elle pleure. Peut-être qu'elle parle de miracle. Peut-être qu'elle est si convaincante, ou qu'il est si désespéré de croire en cette nouvelle image de père de famille qu'il a créée qu'il va se faire tester juste pour être sûr. Mais voici le hic. Il obtient le résultat, 0 spermatozoïde, et il reste. Il planifie toujours la baby shower. Il parle toujours de « notre petit miracle » dans les SMS. Pourquoi? Il n'y avait que 2 possibilités. 1. Harry a couché avec quelqu'un d'autre, un petit ami, un ex, une rencontre fortuite. Elle est tombée enceinte. Elle avait besoin d'un père qui pourrait la soutenir. Quelqu'un avec un travail stable et un complexe de sauveur. Elle a choisi Caleb. Elle ne connaît pas la vasectomie. Elle pense l'avoir piégé et il est trop terrifié de perdre son nouveau départ pour la confronter. Il est prêt à élever l'enfant d'un autre homme juste pour garder le fantasme de sa nouvelle vie. 2. Harry sait qu'il est stérile. Elle sait qu'il ne peut pas lui donner d'enfant. Mais elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre et l'a mis sur son dos de toute façon. Et il est si profondément dans le mensonge,
si désespéré de prouver au monde qu'il est un homme viril et capable qui a tourné la page sur sa femme stérile, qu'il joue le jeu. Peu importait quelle version était vraie. Ce qui importait, c'est que le bébé, l'innocent, obsédé par toi, le bébé qui donnait des coups de pied dans son ventre, ne partageait pas un seul brin d'ADN avec Caleb Morgan. Il avait détruit notre mariage, détourné des fonds de son cabinet et m'avait humilié publiquement pour un enfant qui était biologiquement impossible. C'est ça, a dit Adriana quand je lui ai montré le rapport. Nous étions dans son bureau, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des diamants sur du velours noir. C'est le coup de grâce. Elle a brandi le papier. Il vous a menti sur l'opération il y a 3 ans. Cela prouve une tromperie préméditée concernant les fondements du mariage. Cela détruit son caractère au tribunal. Mais le fait qu'il parade avec cette grossesse comme étant la sienne, cela le détruit socialement et cela détruit sa confiance en elle. Il sait, ai-je dit. Il a vu ce rapport. Il sait qu'il n'est pas le père. Il le sait dans le noir, a corrigé Adriana. Il le sait dans le silence de sa propre panique. Mais il parie que personne d'autre ne le sait. Il parie qu'il peut jouer au fier papa et que personne ne fera le calcul. Il parie sur votre silence. Elle a fait glisser le rapport sur le bureau vers moi. Nous n'avons pas besoin de nous lever au milieu de la fête et de crier qu'elle est une trompeuse, a dit Adriana, ses yeux se plissant. Nous n'avons pas besoin de dire un mot. Nous avons juste besoin de lui donner l'information qu'il a déjà, mais dans un format qu'il ne peut pas cacher. J'ai regardé le document. Silver Lark Medical Center, vasectomie, azoospermie. Une copie de ceci va dans le livre, ai-je dit. Page 90, a suggéré Adriana. Juste après les photos de la chambre de bébé. Appelez ça les antécédents médicaux du bébé. Un parent responsable transmet toujours ses dossiers médicaux, n'est-ce pas? J'ai souri. C'était une sensation froide et vive. C'est le cadeau parfait, ai-je dit. Ça lève toute confusion sur l'arbre généalogique. J'ai ramené le document à la maison. J'en ai fait une copie couleur haute résolution. Je l'ai coupé aux dimensions du livre de souvenirs. J'ai trouvé une enveloppe dorée épaisse, du genre que l'on utilise pour les invitations de mariage. J'ai glissé le dossier médical à l'intérieur. J'ai écrit une note sur le devant de l'enveloppe, juste pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'appartenance de ce bébé. J'ai placé l'enveloppe à l'arrière du livre, glissé entre la page pour la première photo de famille et la 4e de couverture. Elle était fine. Elle était discrète. Elle ressemblait à une pochette à souvenirs où l'on pourrait ranger une mèche de cheveux ou un bracelet d'hôpital. Au lieu de cela, elle contenait la preuve que toute leur famille heureuse était une fiction biologique. Caleb avait voulu une table rase. Il avait voulu m'effacer. Il s'était ouvert il y a 3 ans pour s'assurer que je ne serais jamais la mère de ses enfants. Et maintenant, le destin, avec un peu d'aide de mon identifiant d'assurance, allait faire en sorte qu'il élève un enfant qui n'était pas le sien, avec une femme qui lui avait menti. Pendant que le monde entier regardait la prise de conscience frapper son visage. J'ai scellé l'enveloppe. La colle avait le goût de la victoire. La vengeance n'est pas une explosion. C'est une séquence de dominos disposée avec une précision obsessionnelle, attendant qu'un seul doigt fasse basculer le premier. Audriana et moi l'appelions le « scénario à 3 niveaux ». Il ne suffisait pas de gâcher la fête. Nous devions démanteler l'infrastructure qui permettait à la fête d'avoir lieu. Le premier niveau était la protection des actifs. Le mardi matin, j'ai déposé les papiers du divorce. Ils étaient scellés, en attente d'être signifiés, mais l'horodatage légal était verrouillé. Je suis allé à la banque et j'ai ouvert un nouveau compte uniquement à mon nom dans une institution complètement différente. J'ai redirigé mon dépôt direct. J'ai gelé nos cartes de crédit conjointes. J'ai transféré exactement la moitié des économies liquides restantes sur mon nouveau compte, lui laissant sa part, qui diminuait rapidement grâce à ses virements secrets. Puis est venue la sécurité physique. J'ai appelé un serrurier au condo pendant que Caleb était au travail. Je suis resté dans le couloir avec une tasse de café, regardant l'homme percer le cylindre. J'ai informé la direction de l'immeuble que Caleb Morgan n'était plus résident et j'ai révoqué son accès par badge. J'ai emballé ses affaires, ses revues d'architecture, ses costumes chers, sa collection de disques vinyles dans des boîtes en carton, et je les ai empilés soigneusement dans la pièce qui était autrefois son bureau à domicile. Je n'ai pas pleuré sur ses vieux t-shirts. Il n'y avait que la satisfaction de récupérer mes mètres carrés. N'oubliez jamais que les alliances peuvent être enlevées dans une salle de bain d'hôtel,
mais un nom sur un acte de propriété est gravé dans les registres du comté. Le deuxième niveau était l'option nucléaire professionnelle. C'était le chef-d'œuvre d'Adriana. Nous avons rédigé une plainte de dénonciation anonyme adressée aux responsables de la conformité et au conseil d'administration de Kestrel & Val. Ce n'était pas émotionnel. C'était un rapport factuel et stérile détaillant la relation entre un architecte senior et une chef de projet subordonnée, ce qui violait la politique d'éthique de l'entreprise. Mais le véritable appât était les données financières. Nous avons joint la feuille de calcul que Noah avait compilée, montrant le flux de fonds vers la société écran, Apex Material Supply. Nous avons mis en évidence les dates, les numéros de facture et les dépôts correspondant sur le compte personnel de Caleb. Nous ne l'avons pas accusé de vol. Nous avons simplement demandé au conseil d'auditer les divergences. Le troisième niveau était le cadeau. J'ai passé 2 nuits à le construire. Je l'ai traité comme une présentation pour le client le plus important de ma vie. J'ai acheté un livre de souvenirs de bébé haut de gamme, du genre avec du papier épais sans acide et une couverture en cuir blanc rembourré. J'ai vidé ma table de salle à manger et j'ai disposé mes outils, un cutter, de la colle d'archivage, une imprimante haute résolution et ma pile de preuves. J'ai ouvert le livre à la première page. L'entête était imprimée en feuilles d'or élégantes, le jour où maman et papa se sont rencontrés. Normalement, on collerait une photo d'un couple souriant dans un bar ou faisant de la randonnée en montagne. Au lieu de cela, j'ai collé une capture d'écran du premier SMS que Noah avait récupéré de leur fil. C'était le moment où leur liaison est passée du flirt au physique. L'horodatage était clair. Le langage était graphique. En dessous, de ma plus belle écriture cursive, j'ai écrit une légende. Tout a commencé par un mensonge à sa femme. Et regardez jusqu'où nous sommes arrivés. J'ai tourné la page. Premier voyage de bébé. J'ai collé le reçu du chalet à Estridge. À côté, j'ai placé la photo des mains de Caleb sur le ventre de Ali, debout parmi les pins. J'ai ajouté la ligne de transaction de carte de crédit de notre compte joint montrant le paiement. La légende disait, la première escapade familiale, sponsorisée par les économies d'Imagine Rivera. La section centrale du livre était consacrée aux finances. J'ai utilisé une palette de couleurs pastel, vert menthe et rose layette, pour créer une belle infographie. Cela ressemblait à un graphique suivant la croissance d'un bébé, mais les lignes suivaient l'argent se déplaçant de Kestrel & Veil à travers la société écran et sur le compte qui a payé le berceau et la poussette. Je l'ai intitulé « Comment papa subvient à nos besoins ». C'était esthétiquement agréable. C'était une preuve criminelle présentée sous forme de scrapbooking. Puis est venu le point culminant. Vers la fin du livre, il y avait une section intitulée « Antécédents médicaux ». J'ai collé le résumé du dossier de vasectomie. C'était propre, clinique et dévastateur. Procédure, vasectomie bilatérale. Date, 12 novembre, il y a 3 ans. J'ai pris un stylo doré et j'ai écrit une note douce dans la marge. Avant ta naissance, papa a pris une petite décision médicale qu'il a gardée secrète pour tout le monde. Même pour maman. Attachée à la page avec un trombone se trouvait une fine enveloppe jaune. À l'intérieur se trouvait le rapport médical complet et non expurgé, tamponné par l'urologue, ainsi que les récents résultats de laboratoire montrant sa numération de spermatozoïdes nuls. C'était la preuve indéniable que la biologie ne collait pas. Mais je n'avais pas fini. Je voulais être utile. Je voulais offrir une solution. J'ai placé une petite boîte rectangulaire à l'intérieur de la plus grande boîte cadeau, juste à côté du livre. C'était un kit de test ADN, du genre que l'on achète en pharmacie pour déterminer la paternité. J'ai scotché une carte cadeau sur le devant, prépayée pour les frais de laboratoire. J'ai écrit sur l'étiquette, pour que tu sois sûr de qui tu es vraiment. Avec amour, moi. J'ai emballé tout le paquet dans ce papier blanc impeccable et j'ai noué le ruban de satin gris. Il avait l'air immaculé. Il avait l'air cher. Il avait l'air du genre de cadeau que l'on envoie quand on essaie d'être la plus grande personne. Le matin de la baby shower, le timing devait être parfait. Audriana avait programmé l'envoi des emails au conseil d'administration de Kestrel & Veil à 9h du matin. Même un samedi, les notifications arriveraient sur leur BlackBerry et leur iPhone. L'enquête commencerait avant que le premier cupcake ne soit mangé. Au même moment, un coursier livrait un épais paquet de documents à l'avocat de Caleb. Il contenait la requête en divorce, les preuves de la dissipation des biens, et une notification qu'il était poursuivi pour le remboursement des fonds matrimoniaux. Et puis il y avait la boîte. J'ai appelé un service de messagerie premium.
J'ai payé le supplément pour une fenêtre de livraison spécifique. J'ai remis la boîte blanche au chauffeur, un jeune homme en uniforme qui n'avait aucune idée qu'il transportait une bombe. Directement au destinataire, lui ai-je dit. Ne la laissez pas sur le porche. Remettez-la personnellement à Harry Mercer. C'est une surprise. Il a hoché la tête, a scanné le code-barre et a placé la boîte sur le siège passager de sa camionnette. Je l'ai regardé s'éloigner. J'ai regardé l'espace vide sur ma table de salle à manger où le projet avait consumé ma vie pendant les 48 dernières heures. L'appartement était silencieux. Les serrures étaient changées. Ces boîtes étaient faites. Les missiles juridiques étaient en l'air. J'ai vérifié ma montre. Il était 10 heures du matin. La fête commençait à 13 heures. Ils étaient probablement en train de gonfler des ballons en ce moment. Caleb s'entraînait probablement à son sourire de père de l'année dans le miroir. Harry se frottait probablement le ventre, se disant que tout avait fonctionné, qu'ils avaient gagné. J'ai pris mes clés de voiture. Je n'allais pas à la fête pour manger du gâteau. J'allais me garer au bout de la rue et regarder le château de cartes s'effondrer. La boîte avait l'air si inoffensive. Elle était posée sur le siège de cette camionnette de coursier, enveloppée de blanc, nouée de gris. Elle avait l'air innocente, tout comme Caleb me semblait innocent quand il me disait qu'il m'aimait. Tout comme la vie que nous avions construite. C'est incroyable la quantité de destruction que l'on peut emballer dans un joli paquet si on le plie assez serré. Le matin de la baby shower n'avait pas l'air d'un jour de bataille. Il était d'un calme dérangeant. Je me suis réveillé à 7 heures sans réveil. Le soleil entrait à flot par les fenêtres de l'appartement qui était maintenant uniquement et légalement le mien. Je n'ai pas enfilé une armure. Je n'ai pas passé une heure à me maquiller pour ressembler à une femme qui gagnait une rupture. J'ai enfilé un sweat à capuche gris surdimensionné et une paire de leggings. J'ai attaché mes cheveux en un chignon lâche et désordonné. Je ressemblais à une femme allant à l'épicerie pour acheter du lait, pas à une femme se rendant en banlieue pour faire exploser une mine sociale. Je suis resté dans la cuisine, attendant que le café infuse, regardant le liquide sombre s'égoutter dans la carafe. Je me suis dit que j'étais calme. Mes mains étaient stables quand j'ai versé la tasse. Je l'ai bu noir. L'amertume était rassurante. Je n'allais pas là-bas pour faire une scène. Je n'allais pas là-bas pour crier, jeter du vin ou gifler qui que ce soit. J'allais être une spectatrice. Je n'allais pas regarder leur spectacle. J'allais regarder mes conséquences se dérouler. Je suis monté dans ma voiture à 12h30. Le trajet jusqu'à la maison de la sœur de Caleb a duré 40 minutes. C'était un itinéraire que je connaissais par cœur. Nous avions emprunté cette route pour Thanksgiving, pour les barbecues du 4 juillet, pour les anniversaires. Ma mémoire musculaire voulait allumer la radio et chanter, mais j'ai conduit en silence. Le silence semblait lourd, comme l'air avant un orage. J'ai tourné dans la rue du lotissement chic d'Aurora. Elle était bordée de grandes maisons beiges avec des pelouses bien entretenues et des garages pour 2 voitures. C'était le rêve américain emballé dans du stuc. Et la voilà, la maison de Jenna. Des voitures étaient garées serrées des 2 côtés de la rue. Je les ai reconnues. Il y avait le VUS de sa mère. Il y avait la berline de sa tante Linda. Il y avait les voitures de nos amis communs, des gens qui s'étaient assis à ma table et avaient bu mon vin, maintenant garés ici pour célébrer la femme qui m'avait volé ma vie. J'ai garé ma voiture à un demi-pâté de maison, la cachant derrière un grand pick-up pour ne pas être immédiatement visible de la porte d'entrée. J'ai coupé le moteur, mais j'ai gardé la batterie allumée pour pouvoir baisser la vitre d'1 pouce. La maison était décorée pour l'occasion. Une immense arche de ballon rose pastel, vert menthe et crème encadrait la porte d'entrée. Ils flottaient agressivement dans le vent, luttant contre les rubans qui les attachaient à la boîte aux lettres. Un panneau en bois, peint à la main en calligraphie, était planté dans la pelouse. Baby shower de bébé Morgan. Bébé Morgan, le nom était suspendu là comme une provocation. À travers la grande baille vitrée du salon, je pouvais les voir. C'était comme regarder un film muet. Les rideaux transparents adoucissaient les contours, mais les formes étaient reconnaissables. Il y avait Caleb. Il portait une chemise bleu clair, les manches retroussées jusqu'au coude. Il était beau. Il avait l'air détendu. Il se promenait dans la foule, tenant une assiette en carton, souriant à quelque chose que son oncle disait. Il a tendu la main et a posé une main dans le dos de Harry en la dépassant. Et il y avait Harry. Elle portait une longue robe blanche fluide qui soulignait son ventre.
Elle était radieuse. Elle riait, la tête renversée en arrière, tenant un sac à dos. Elle ressemblait à l'héroïne de sa propre comédie romantique, ignorant béatement que le scénario était sur le point de changer de genre. J'ai vu des visages que je connaissais, des gens que j'avais appelés famille. Ils mangeaient des cubes de fromage et buvaient du punch, célébrant l'effacement d'images et rivera. Ça piquait, fort et profondément. Mais j'ai laissé la douleur me traverser et se transformer en carburant. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. Je l'ai pris. C'était une notification de la banque. Alerte, le compte chèque joint se terminant par 4492 a été gelé en raison d'un rapport d'activité suspecte. J'ai souri. C'était le premier domino. Caleb ne le saurait pas encore. Il n'essaierait pas d'utiliser sa carte avant plus tard. Peut-être quand il essaierait de payer le traiteur ou de commander le dîner. Mais le gel était en place. L'argent qu'il pensait avoir n'était plus accessible. Une minute plus tard, un autre email a retenti. C'était d'Adriana. Mise à jour, les RH de Kestrel Enval ont ouvert la pièce jointe. Ils viennent d'envoyer une invitation de calendrier à l'email professionnel de Caleb pour une réunion obligatoire le lundi matin à 9 h. Objet, examen de conformité. Le conseil d'administration est impliqué. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Caleb souriait toujours. Il n'avait aucune idée que sa carrière était en train d'être disséquée par un responsable de la conformité dans un bureau du centre-ville. Il n'avait aucune idée que lundi, il marcherait vers un peloton d'exécution. Puis la camionnette de livraison a tourné au coin. C'était une camionnette blanche, banale et poussiéreuse. Elle s'est garée juste en face de la maison, en double file pendant un moment. Le chauffeur est descendu. Il était jeune, portait une casquette de baseball, tenant un presse-papier et ma boîte blanche. Je l'ai regardé monter l'allée. Il avait l'air de s'ennuyer. Pour lui, ce n'était qu'un arrêt de plus sur son itinéraire. Il a dépassé le panneau en bois, les ballons, et a sonné à la porte. La porte d'entrée s'est ouverte. C'était Jenna, la sœur de Caleb. Elle avait l'air agacée par l'interruption. Elle a signé sur la tablette numérique. Le chauffeur lui a remis la boîte. Je l'ai vu s'arrêter. Elle a regardé l'étiquette. À vous trois, imaginant. Même à un demi-pâté de maison, j'ai pu voir son langage corporel changer. Elle s'est raidie. Elle a tourné la tête et a crié quelque chose dans la maison. La porte ne s'est pas fermée immédiatement. Elle est restée là, tenant la boîte comme si c'était un déchet radioactif. Puis elle est entrée et a fermé la porte. La scène à la fenêtre a changé. Le bavardage décontracté s'est arrêté. Les têtes se sont tournées. J'ai vu Jenna entrer au centre de la pièce et placer la boîte blanche sur la table, séparée des autres cadeaux. Elle était là, isolée, brillant sous les lumières du lustre. Je pouvais imaginer le réseau de chuchotement s'activer. Imaginant à envoyer un cadeau. Vous y croyez? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un rat mort? Une lettre le suppliant de revenir? Ils se sont rassemblés autour. Le voyeurisme était palpable. Ils voulaient du drame. Ils voulaient voir l'ex-femme s'humilier pour pouvoir se sentir supérieur à propos de leur propre choix. Ils voulaient une histoire à raconter au dîner de demain. Je me suis penché en arrière sur mon siège. J'ai pris une gorgée de mon café froid. C'est la partie que tout le monde veut que je décrive en haute définition, ai-je dit doucement à la voiture vide, narrant le moment pour le public qui existerait plus tard. Mais d'ici, ce n'était que des ombres. Je voyais des silhouettes bouger. Je voyais des bouches bouger en conversation. Je voyais les rires s'éteindre. Le vent s'est levé dehors et les ballons sur la boîte aux lettres ont commencé à se frapper les uns les autres. Un son de claquement de plastique rapide qui ressemblait à des applaudissements pour une tragédie. J'ai vérifié l'horloge du tableau de bord. Il était 14h45. Ils ouvraient des cadeaux depuis 1 heure. Le tas de papier de soie jeté sur le sol grandissait. Harry était assise dans le grand fauteuil maintenant. Puis je l'ai vue. Jenna a tendu la boîte blanche à Harry. La pièce s'est immobilisée. Je pouvais sentir l'immobilité rayonner à travers les murs de briques de la maison, à travers la pelouse, et dans ma voiture. Le mouvement à la fenêtre s'est arrêté. Tout le monde faisait face au fauteuil. Les téléphones étaient levés. Ils enregistraient. Caleb s'est déplacé pour se tenir derrière Harry. Il a posé ses mains sur ses épaules. Il faisait son devoir.
Il présentait un front uni contre toute attaque mesquine qu'il pensait que j'avais envoyée. Il avait l'air suffisant. Il pensait probablement que j'avais envoyé une cuillère en argent ou une carte passive-agressive. Il pensait avoir gagné. Harry a dénoué le ruban gris. Il est tombé en un ruban de soie lisse. Elle a soulevé le couvercle. Elle a plongé la main dedans et a sorti le livre en cuir blanc. Mes mains se sont resserrées sur le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un rythme frénétique et lourd. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air vicié de la voiture. D'accord, ai-je murmuré. Ouvre-le. Harry a passé sa main sur la couverture. Elle a souri. Elle a dit quelque chose à Caleb. Il a souri en retour, l'air soulagé. Ce n'était qu'un livre, juste un livre de souvenirs. Comme c'est gentil. Comme c'est triste. Elle a ouvert la couverture à la première page. La distance entre nous était de 50 mètres, mais j'ai vu le moment exact où l'oxygène a quitté la pièce. La tête de Alice s'est inclinée. Elle lisait le SMS. Le sourire sur son visage ne s'est pas estompé naturellement. Il s'est figé, puis s'est brisé. Son front s'est plissé. Elle a cligné des yeux comme si ses yeux dysfonctionnaient. Elle a regardé de plus près la page. Puis elle a levé les yeux. Elle n'a pas regardé Caleb. Elle a regardé droit devant elle. Ses yeux étaient grands ouverts. Des cercles sombres de choc visibles même d'ici. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Caleb s'est penché. Il a regardé la page. J'ai vu sa posture s'effondrer. Une seconde, il était le fier protecteur. La seconde suivante, il était un homme qui venait de prendre une balle dans le ventre. Il a arraché le livre de ses mains. La partie suivante, celle où le silence se transforme en chaos, celle où le château de cartes s'effondre enfin sur la table, je dois vous la raconter lentement car ce furent les 10 minutes les plus longues de ma vie. Harry a fixé la première page. Elle a cligné des yeux, son sourire tressaillant, essayant de trouver son équilibre sur un visage qui perdait rapidement sa couleur. Elle a relu la légende. Le SMS où Caleb lui avait dit qu'elle était meilleure que sa femme au lit était imprimé en haute définition. Je pense que sa voix était aiguë, cassante. Elle a regardé autour d'elle, forçant un rire qui sonnait comme du verre qui se brise. Je pense qu'Imagijan a fait une erreur. Elle a dû imprimer le mauvais fichier. Ce n'est que du non-sens. Elle a tourné la page, désespérée de trouver une photo d'un ours en peluche ou un joli poème. Au lieu de cela, elle est tombée sur la facture du chalet à Estridge, la photo de Caleb l'embrassant dans les bois et la légende rouge vif, premier voyage en famille, payé par notre conjoint. Le murmure dans la pièce s'est arrêté. Ce n'était pas un silence progressif. C'était un vide instantané. L'air est devenu épais, lourd de la prise de conscience que ce n'était pas une erreur. C'était un acte d'accusation. Caleb a bougé. Puis il s'est jeté en avant et lui a arraché le livre des mains. « Donne-moi ça » a-t-il claqué, sa voix trop forte dans le silence soudain. Il a feuilleté les pages frénétiquement. Ses mains tremblaient tellement que le papier épais cliquetait. Page 3, l'organigramme de l'argent détourné. Page 4, la photo de lui tenant son ventre, juxtaposée à la date où il m'avait dit qu'il était à une conférence. Chaque page était une couche de sa vie soigneusement construite qui était épluchée pour révéler la pourriture en dessous. Son visage est devenu blanc, pas pâle, blanc comme si le sang avait simplement décidé d'évacuer les lieux. Puis il est arrivé à la page 90. J'ai vu ses épaules se bloquer. Je l'ai vu se figer. Harry s'est penché, confuse par sa paralysie. Elle a regardé la page. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, sa voix portant à travers la pièce. Caleb a essayé de fermer le livre, mais elle lui a attrapé le poignet. « Caleb, qu'est-ce que c'est » Elle a lu l'entête. Silverlark Medical Center. Vasectomie. Azoospermie. Quoi a chuchoté Harry, puis plus fort. Qu'est-ce que c'est? Elle l'a regardé, sa main allant instinctivement à son ventre. Tu as dit que tu voulais une famille. Tu as dit que nous faisions un miracle. Caleb a commencé à bégayer. C'est vieux. Ce n'est pas Harry, écoute-moi. Ça dit 0, a-t-elle dit en montrant la page. Ça dit que tu as une numération de spermatozoïdes nulle. Tu savais. Tu savais que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Et tu m'as laissé croire.
Le bruit d'une chaise raclant contre le parquet était assourdissant. Quelqu'un à l'arrière a fait tomber un gobelet en plastique de punch. Il a heurté le sol avec un bruit de splat humide, mais personne n'a bougé pour le nettoyer. Je peux expliquer, a dit Caleb en regardant autour de lui, ses yeux grands ouverts et paniqués. Il a vu sa mère le fixer, la main sur la bouche. Il a vu ses amis baisser leur téléphone, non pas parce qu'ils étaient polis, mais parce que la scène était devenue trop crue pour Instagram. Jenna, sa sœur, a tendu la main et a ramassé l'enveloppe jaune qui était tombée de l'arrière du livre quand Caleb l'avait attrapée. Elle a sorti les papiers à l'intérieur. C'est un avis juridique, a dit Jenna, sa voix plate. De la part d'Adriana Cole. Tu es poursuivi pour divorce pour dissipation de biens. Elle a tourné la page. Et ceci est un avis de Kestrel Endval. Réunion de conformité obligatoire concernant la fraude financière. Caleb. Une voix de femme a traversé l'air. C'était la tante de Ali. Elle s'est levée, le visage rouge. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Dans quel pétrin as-tu entraîné ma nièce? Harry a regardé la foule. Elle a regardé Caleb. Elle a essayé de sauver la situation. Ce n'est pas vrai, a-t-elle balbutié. Nous nous aimons. C'est juste. Elle est juste jalouse. Mais sa voix s'est éteinte. Elle a baissé les yeux sur le rapport médical sur la table. Le calcul était simple. La biologie était absolue. Si Caleb était stérile, le bébé n'était pas le sien. Et si le bébé n'était pas le sien, son moyen de pression avait disparu. Et s'il était fauché et sur le point d'être licencié, son filet de sécurité avait disparu. Il se tenait là, au centre de la pièce, entouré de ballons pastels. Deux personnes qui avaient construit un château sur des fondations de mensonges, le regardant s'effondrer en poussière. Il n'y avait plus de toast. Il n'y avait plus de famille de trois. Il n'y avait que le silence. Dehors, dans ma voiture, j'ai vu les premiers invités partir. Ils marchaient vite, la tête baissée, serrant leur sac à main. Ils ressemblaient à des gens fuyant une scène de crime. Une rafale de vent a attrapé les ballons sur la boîte aux lettres, arrachant la ficelle. Le panneau « Baby Morgan » est tombé face contre terre dans l'herbe. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un SMS d'Audriana. Il vient d'appeler. Il pleure. Il dit qu'il est prêt à coopérer pour éviter un procès public. Il signera tout ce que nous lui mettrons sous le nez. Nous avons gagné. J'ai regardé le message. Puis j'ai regardé la maison une dernière fois. Nous avons gagné, ai-je murmuré. Mais cela ne ressemblait pas à une parade de la victoire. C'était un soulagement. C'était comme poser un lourd sac à dos que je portais depuis 6 mois. J'ai démarré le moteur. J'ai mis la voiture en marche et je me suis éloigné du trottoir, laissant le chaos dans mon rétroviseur. Ce cadeau n'a pas fait de mal au bébé, ai-je dit au public imaginaire sur mon siège passager. Ce bébé n'est pas encore né. Il ne sait rien des mensonges, de l'argent ou des vasectomies. Ce cadeau n'a pas détruit une famille. Il a simplement allumé les lumières. Et parfois, la vérité est le seul cadeau qui compte. Je suis rentré chez moi dans mon appartement calme. Le soleil se couchait sur les Rocheuses, peignant le ciel de bleu violet et orangé. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable. L'appartement était silencieux. Pas de télévision, pas de mensonges, juste moi. J'ai ouvert un nouveau document. J'ai commencé à taper le script de la vidéo que j'enregistrerai plus tard. La vengeance, ce n'est pas de les faire crier, ai-je tapé. C'est de s'empêcher de crier soi-même. C'est de reprendre le contrôle du récit. C'est de réaliser que l'on n'a pas à être la victime de leur histoire. On peut être l'auteur de la sienne. J'ai regardé dans l'objectif de la caméra de mon ordinateur portable, imaginant les milliers de personnes qui pourraient écouter cela un jour. Ils l'ont mise enceinte. J'ai envoyé un cadeau qui leur a offert le silence au lieu des applaudissements. Pour moi, c'était le plus joli nœud que j'ai jamais fait sur une boîte. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai éteint la lumière. Et pour la première fois en 6 mois, j'ai dormi sans rêver. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'adorerais savoir d'où vous écoutez. Est-ce que vous écoutez en conduisant, en préparant le dîner, ou peut-être en vous cachant dans la salle de bain pour échapper à votre propre drame familial? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.
Veuillez vous abonner à Histoire de famille brisée, aimer cette vidéo et cliquer sur ce bouton « J'aime » pour que nous puissions partager cette histoire avec plus de personnes qui ont besoin de se rappeler que parfois, le silence est la vengeance la plus bruyante de toutes. Restez forts.